À tout de suite. 90 minutes business, le débat. Notre débat aujourd'hui, et on va revenir sur ces tarifs des mutuelles santé qui vont augmenter. Pourquoi? Quelles conséquences sur les entreprises? On va en parler avec Jean-Marc Daniel, bien sûr, avec Pierre Kupferman, avec Annalisa Capellini et avec Catherine Coloby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice protection sociale chez Sparte. Sparte, exactement. On va y revenir avec vous. Vous aidez les entreprises dans ce contexte à optimiser finalement ces dépenses-là. Pierre, on rappelle les faits de combien les tarifs des mutuelles santé vont-ils augmenter en 2024 ? Alors en moyenne, tout contrat confondu, les mutuelles prévoient une augmentation de 8,1%. Je rappelle que leur tarif avait déjà grimpé de 4,7% l'année dernière. Et pour entrer un petit peu plus dans le détail, ce sont les contrats collectifs obligatoires dont bénéficient les salariés du privé qui vont le plus augmenter, quasiment 10% de hausse. Pour les contrats individuels, l'augmentation moyenne annoncée, ce sera 7,3%. Alors comment les mutuelles justifient-elles cette envolée de leurs tarifs ? Alors, essentiellement par l'augmentation des dépenses de santé qu'elles prennent en charge. Elles nous annoncent plus 6,1%. Alors, c'est vrai que, pour prendre quelques exemples, dans le dentaire, la part qu'il va leur revenir, elle était de 30% cette année, elle passe à 40% l'année prochaine. On peut prendre aussi en exemple l'augmentation des honoraires des médecins, du prix de la consultation, de l'amélioration de la rémunération des infirmiers, des kinés, etc., etc. Donc elles font aussi valoir, c'est important, que sur les contrats de santé, la principale taxe qu'elles paient va désormais intégralement dans les caisses de l'assurance maladie et que cette taxe représente 2 mois de cotisation. Et enfin, que si elles n'augmentaient pas autant leurs tarifs, plus de la moitié des mutuelles, 55% pour être précis, seraient en déficit, ce qui n'est pas possible plusieurs années de suite. Bref, que si elles exigent de leurs adhérents qu'ils mettent davantage la main à la poche, c'est en raison de décisions prises par le gouvernement, un gouvernement qui, ces dernières années, a tout fait pour que la France soit, avec le Luxembourg, le pays de l'OCDE où les dépenses de santé restant à la charge des patients soient le plus faible au monde. Merci pour les chiffres. Catherine Coloby, vous êtes donc directrice protection sociale chez Sparte, cabinet de conseil en optimisation des charges sociales. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces justifications, de ces explications à la hausse ? Déjà, c'est pas une nouveauté. On parle de désengagement de la sécurité sociale déjà depuis plus de 20 ans. La nouveauté cette année, c'est qu'elle est assez drastique. Oui. C'est 10% de majoration. Et qu'il y a eu comme un peu un consensus de tous ces groupements de compagnies d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance, qui se sont tous mis d'accord pour dire, ce coup-ci, on y va tous ensemble, et c'est plus 10%, plus ou moins, en fonction de l'état des dépenses santé des entreprises. Mais il n'y a pas un assureur qui va venir un petit peu en marge, comme les autres années, à dire... non, mais moi, j'ai la marge de solvabilité, j'ai le poids qu'il faut pour venir finalement financer cette hausse. Sachant, petit point, que les mutuelles n'ont pas le droit de le faire, en tout cas de ne pas le faire sur le long terme, alors que c'est vrai qu'une compagnie d'assurance privée est un peu moins contrainte. Tout à fait. Merci de le préciser, puisqu'on n'a pas les mêmes formes juridiques. Exactement. Et une compagnie d'assurance peut, en général, venir prendre cet impact sur cette hausse et ce désengagement. Voilà, un peu... Comment réagissent les entreprises ? J'imagine que vous avez un petit peu sondé les personnes que vous suivez. Comment elles réagissent à ces hausses ? Elles les subissent. Elles les subissent plus qu'elles sont en proactivité. Il y a le sujet de la protection sociale complémentaire en entreprise est un sujet assez opaque. Il y a un manque de transparence réelle. On essaye de plus en plus de le rendre de plus en plus transparent. Les conseils auprès des entreprises essayent d'expliquer un petit peu et de décortiquer le pourquoi du comment. Ce financement de plus de 10%, il est sur la charge de l'entreprise. Mais n'oublions pas qu'en France, c'est un système qui est cofinancé et que les salariés comme les employeurs cofinancent. Donc cette 10% a un vrai impact à la fois sur le budget du salarié et aussi sur l'employeur. Et donc ils le subissent comme une contrainte, comme c'est une majoration légale, je l'entends partout dans les médias, il y a de la généralisation des complémentaires santé qui font qu'en tout état de cause, la hausse, je la prends. D'autres vont être un peu plus sceptiques et vont demander mais vraiment, ça vaut les 10 ? Et donc, le conseil, souvent, qu'on leur donne, c'est de dire non, les 10%, c'est pas forcément une fatalité. Oui. Il y a les mesures légales,
Et puis surtout, on parle de santé, on ne parle pas de consommation de biens, c'est comment je consomme, comment mes salariés consomment. Est-ce que je consomme vraiment en adéquation avec cet impact annoncé par le gouvernement, les réformes que vous venez d'annoncer? Est-ce que vraiment je dois subir? Est-ce que j'ai de l'équilibre? Et est-ce que j'ai de la marge pour venir négocier? On va voir justement si on peut négocier en tant qu'entreprise ces tarifs-là, aller voir son assurance pour négocier. Pierre, vous vouliez réagir? Une chose qui est importante, c'est que l'impact des 10% va être très variable selon le type de contrat dont bénéficient les salariés. Pour donner un exemple concret, ça va, quand on prend quelque chose de très minimaliste, de l'ordre de 15-20 euros par mois, à des entreprises qui ont fait des choix d'offrir des couvertures beaucoup plus larges à leurs salariés. Et là, on est sur des niveaux de cotisation mensuels de l'ordre de 150 euros, parfois plus. Et donc, les 10%, c'est pas la même chose quand vous payez 20 ou 30 euros par mois que quand vous payez 150 euros par mois. Oui, allez-y. Non, je disais que j'étais d'accord, mais aujourd'hui, on a des branches de secteurs d'activité, des conventions collectives qui imposent des niveaux de garantie minimale et qui, finalement, obligent l'employeur à prévoir des budgets quand même conséquents. Pour donner un ordre d'idée, une entreprise de 1000 salariés aujourd'hui, c'est à peu près le minimum, 1 million, un peu plus d'1 million de primes injectées sur le dispositif de protection sociale, toutes charges confondues, c'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers, 13,27% qui repart dans les taxes pour le gouvernement, les frais pour les compagnies d'assurance, les frais pour le gestionnaire qui rembourse les dépenses de soins de santé. Et donc, il va rester une part, vraiment que 2/3 de ce 1 million sur une entreprise de 1000 salariés pour venir couvrir les dépenses de santé. Et donc, ça représente en moyenne, quel que soit l'effectif et quel que soit le niveau de couverture, 5% de la masse salariale, le budget en mutuelle, donc ce qui n'est pas anodin. Donc quand on parle de 10%, 8% d'augmentation de coût de la mutuelle sur une entreprise, en pourcentage de la masse salariale, c'est 0,5% à peu près d'augmentation de budget. Jean-Marc. Oui, moi ce qui me frappe dans cette situation, c'est que on arrive quand même au bout d'un système, c'est-à-dire du système de financement des dépenses de santé. Je rappelle l'esprit 45, la sécurité sociale, tout le monde, le CNR et tout ça, c'était les organisations syndicales et le représentant du patronat, mais essentiellement les organisations syndicales qui géraient avec une seule mission, c'était d'équilibrer les comptes. Ça, dès 1950, il a fallu intervenir là-dedans. 1967, 1995, on a de plus en plus sorti les partenaires sociaux et substitué aux partenaires sociaux l'État. On arrive dans une situation où la caisse d'amortissement de la dette sociale n'arrive plus à faire face. Elle devait durer 10 ans après 1995, elle est toujours là. Elle avait un plafond, elle a atteint son plafond. Et donc l'État lui-même est incapable de financer les prestations sociales. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a dans le secteur privé des gens qui sont susceptibles de prendre le relais? Et donc le problème, c'est que ce que dit le secteur privé dans cette opération, c'est rassurez-vous, nous nous sommes entendus. Enfin, c'est quand même incroyable. Si le secteur privé prend le relais, c'est qu'il va faire comme en Israël, comme en Suisse, comme en Suède, et accessoirement comme aux États-Unis. Il va dire, écoutez, nous, en prenant les rênes, on va vous donner le choix, on va vous faire en sorte que vous ayez de la concurrence. Et là, le secteur privé est susceptible de prendre le relais. Il dit, rassurez-vous, on s'est mis d'accord. Et donc, je trouve ça... J'ai bien vu votre regard quand ça... je trouve ça extrêmement inquiétant. Parce que il faut faire quelque chose. C'est insupportable. Encore une fois, l'État-providence, conçu en 1945, réformé en 67, puis en 95, est en faillite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, il faut que les gens qui sont susceptibles de prendre le relais disent, et un message clair qui n'est pas de dire, écoutez, mais on va s'en mettre plein les poches. On va voir dans un instant, on va se comparer un petit peu à nos voisins européens, mais une réaction, Catherine. Oui, mais malheureusement, c'est plus complexe que ça. Il y a toujours eu ces débats depuis les années 50, effectivement, sur je privatise la santé, les dépenses sur une santé, ou alors je reprends le tout. Et il y a eu un grand changement aussi dans le gouvernement, à se dire à un moment donné je prends tout, à un autre moment donné je me désengage et je privatise et je laisse la main aux entreprises finalement à gérer les dépenses de soins de santé à ses salariés. Il y a ce débat-là, il est peut-être un peu politique. Vous avez raison, l'État-providence, ça n'existe plus. On est arrivé, le pays, au niveau de l'OCDE, avec le moins de reste à charge possible. On a un système de protection sociale qui est le plus élevé dans les pays d'OCDE, mais c'est un coût.
puisque ce coût d'augmentation des mutuelles augmente plus vite que le PIB. C'est quand même assez énorme d'entendre ça. Et en fait, je pense que c'est surtout un coût de gestion, parce que une fois l'État dit vous, organisme privé, vous ne savez pas gérer, vous êtes en complémentaire de la sécurité sociale, vous gérez mal les complémentaires, et c'est pour ça qu'on est en déficit. Et les compagnies d'assurance vont, les institutions et les mutuelles vont dire vous, la sécurité sociale, vous gérez mal, vous avez des coûts de gestion tellement énormes que laissez-nous gérer les dépenses de soins de santé et vous allez voir qu'on va réussir à optimiser. Pierre. Et effectivement, il y a ce débat avec quelle technique comptable on utilise pour mesurer les coûts de gestion. Parce que c'est beaucoup plus facile pour la sécurité sociale d'avoir des coûts de gestion limités, parce qu'en fait, la sécurité sociale, elle reçoit les documents, elle rembourse, c'est tout automatisé. C'est beaucoup plus compliqué pour les mutuelles. Et en plus, on reproche aux mutuelles des frais de gestion qui ne sont pas tout à fait des frais de gestion. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui ne revient pas effectivement directement en remboursement de dépenses de santé, mais qui sont consacrés à des actions de prévoyance. Est-ce que ce sont des coûts de gestion ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est un retour sur investissement ultérieur. Si vous réduisez, si vous faites plus d'actions de prévention, derrière, vous vous y retrouvez ultérieurement en remboursement de dépenses. Bon, le temps passe vite. On va voir un tout petit peu avec Annalisa comment ça se passe du côté de chez nos voisins, parce qu'on on a un système très français. Et puis, on parlera des solutions juste après. Annalisa, vous avez regardé ce qui se passe chez nos voisins. Oui, ce qui est intéressant, c'est surtout que la France est un des rares pays d'Europe, avec la Belgique, à imposer en fait une assurance santé complémentaire aux employés. Alors il faut dire qu'il y a évidemment beaucoup de systèmes tous différents, tous sur mesure dans les pays européens, comme c'est souvent le cas. En tout cas, dans la majorité des pays, la couverture santé de base est couverte et garantie par l'État, par la sécurité sociale. Voilà, on va regarder, si vous nous regardez à la télé, vous voyez apparaître un graphique qui nous dit qu'en France, 95% de la population est en effet affiliée à une complémentaire santé. C'est énorme par rapport aux autres pays. Par exemple, le Royaume-Uni, 60%, l'Irlande, 46%, et puis en Espagne, par exemple, c'est seulement 16% de la population qui est affiliée à une complémentaire santé. En Italie, c'est encore moins, c'est près de 6%, 5,5%. Puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la différence de complémentaire santé. Nous, on l'appelle, voilà, c'est déjà dit dans le nom, une complémentaire santé, alors que, par exemple, en Suède, c'est une couverture santé supplémentaire, donc pour couvrir des prestations qui sont laissées en dehors du panier de soins de base. Alors qu'en France, c'est complémentaire. Donc ça couvre les mêmes types de soins que le panier de base, mais donc ça couvre le reste à charge, ce fameux reste à charge. Qui peut être très élevé si on parle de lunettes ou sur certains exactement, et puis ça dépend. Et puis il y a un autre type de mutuelle, de complémentaire santé privée, c'est celle qu'on a par exemple au Royaume-Uni, où c'est de type duplicatif. Alors là, ça veut dire qu'on l'utilise pour avoir des meilleurs accès aux soins en général, pour aller plus vite, pour avoir un choix plus large de prestataires. Et alors, on comprend très vite que le fait d'être obligé en tant que salarié d'avoir une mutuelle, eh bien ça fait qu'on subit en France beaucoup plus l'augmentation, alors que si on a le choix, finalement, on est plus libre de décider si on veut souscrire ou pas. Catherine, on a 1 minute 30 pour trouver une solution. Quels sont les leviers de négociation des entreprises pour agir sur ces prix? Et est-ce que ça va se perpétrer avec le vieillissement de la population de cette façon-là dans les années qui viennent? Justement, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Il faut surtout ne pas hésiter en interne à mettre le sujet avec les partenaires sociaux et en débattre. Encore une fois, le dispositif en France, il est cofinancé. Le salarié est aussi responsable, le consommateur en dépenses de soins de santé est aussi responsable du système de santé en France que le gouvernement ou l'employeur ou l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Voir comment notre besoin, il évolue au sein de l'entreprise. Et ça, c'est que des statistiques nationales. C'est que de la data. Mais maintenant, nous, on connaît notre système en France. Les déserts médicaux qui existent en France. La façon de consommer. Si vous êtes en région Île-de-France, vous allez voir un médecin, tout simplement, avec une consultation facilement autour de 25 €. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir dans mon contrat aujourd'hui un remboursement avec des dépassements d'honoraires importants quand je sais que ma population
98% de mes salariés vont vers des médecins sans dépassement. Alors, quand il y a négociation, l'entreprise arrive à réduire, finalement, à négocier combien en moins sur cette partie ? Nous, ce qu'on constate quand on fait nos audits, après, c'est des entreprises, je remets un petit peu ça à l'échelle de notre cabinet, mais ce sont des entreprises qui peut-être ont eu un besoin et donc nous ont répondu et nous ont demandé de les aider. Mais en tout cas, sur les entreprises qu'on a auditées, on arrive à faire optimiser l'entreprise entre 10 à 15% de baisse sur les contrats de dispositifs à la fois mutuels et à la fois le sujet dont on ne parle pas, prévoyance lourde. Ce n'est pas une fatalité, c'était le message. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Catherine Colombi, directrice protection sociale chez Spart. Merci Jean-Marc, merci Pierre, merci Annalisa pour cette très belle émission. N'oubliez pas, à 12h55.